Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre 19e épisode de l'heure de fourche qui est l'avant-dernier épisode de la saison 1. Aujourd'hui en première partie, je vais vous parler des évaluations avec deux invités et ensuite en seconde partie, Gérald et Arnaud vous parleront des jours blancs avec leur invité. En ce mois de juin, on a décidé de vous parler des évaluations suite à la réforme des rythmes scolaires. Donc on fait un arrêt sur image de ce que ça a changé pour les écoles avec deux invités. Notre premier invité est conseiller pour le service pédagogique de l'enseignement secondaire du CEGEC et le second est directeur d'école et il nous apportera son témoignage. On accueille à présent Régis Lemaire qui est conseiller pour le service pédagogique de l'enseignement secondaire du CEGEC. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, on va parler des évaluations avec toi. Et la première question, par rapport aux évaluations, on a vu qu'il y avait eu une réforme des rythmes scolaires. Est-ce que tu peux expliquer le contexte de cette réforme des rythmes scolaires ? Oui, tout à fait. En fait, la question, elle n'est pas neuve. Donc, en 2009, l'OCDE indiquait déjà que l'élève francophone passait beaucoup de temps à l'école, avec des journées longues et fatigantes, réparties sur une année scolaire qui était complètement déséquilibrée, avec notamment un premier trimestre relativement long et des devoirs qui, chaque jour, alourdissent constamment les journées. Finalement, source de grandes inégalités. Il faut savoir que l'être humain il fonctionne un peu comme un moteur à deux temps, un temps de travail et un temps de repos. Et finalement, dès que le repos ne parvient plus à récupérer l'énergie dépensée pendant le travail, eh bien, la fatigue elle s'installe. Alors dès lors, les rythmes scolaires ils peuvent s'entendre de deux manières. Soit ils correspondent à l'alternance entre des moments d'activité et ceux de repos imposés par l'école. Donc il s'agit donc des emplois du temps des élèves en classe et les périodes de congé. Soit ils sont compris comme les variations périodiques de processus plutôt psychologiques de l'enfant ou de l'adolescent en situation scolaire qui permettent d'intégrer à la journée scolaire le travail aujourd'hui fait à domicile et aussi des activités parfois extrascolaires réservées aux enfants les plus favorisés. Donc de ce point de vue-là, nous n'y sommes pas encore. Alors l'avis numéro 3 du pacte a considéré qu'une réforme du rythme de l'année avec une alternance de 7 semaines de cours et 2 semaines de congé, était relativement plus aisée à mettre en œuvre qu'une réforme du rythme de la journée scolaire. Ok. Et au niveau des effets de cette réforme, en termes de bénéfices, c'est quoi les bénéfices ? Alors, on peut dire, après 2 années de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et secondaire, soit ordinaire ou spécialisé, la majorité des acteurs ils sont globalement favorables à la réforme des rythmes, bien qu'ils étaient assez sceptiques au départ. Il faut d'abord souligner le bénéfice d'une meilleure régularité entre les périodes de cours et de congés par rapport à la fatigue, la nervosité et la concentration des élèves. La période de 2 semaines de congé au lieu d'une seule, à la Toussaint et à Carnaval, permet vraiment aux élèves de mieux se ressourcer et de revenir en classe beaucoup plus apaisés. Si la réforme elle a d'abord été pensée en priorité pour respecter le rythme chronobiologique des enfants, elle est aussi favorable aux enseignants qui, eux, avec 2 périodes de congé, peuvent aussi se déconnecter de l'environnement scolaire. Donc, c'est quoi les difficultés pointées par les acteurs ? Alors nous avons plusieurs retours d'école avec un public fragilisé qui nous reviennent avec des difficultés à l'issue des congés de 2 semaines pour raccrocher les élèves. Ces publics-là ils n'ont pas toujours l'occasion de partir en congé ou participer à des stages. De manière plus générale, on peut relever le manque de disponibilité des parents qui travaillent, les inégalités en fonction du contexte familial, notamment dans les familles monoparentales, la difficulté d'occuper les enfants durant les congés, l'offre de stages qui est réduite dans certaines régions, le décalage du calendrier aussi par rapport aux autres communautés linguistiques, mais aussi par rapport à l'enseignement supérieur. On peut encore souligner l'abus des écrans, les jeunes qui vont dormir tard pendant les vacances, la difficulté de remettre certains élèves dans le bain à chaque rentrée, et enfin, l'absentéisme la dernière semaine de l'année scolaire pour des départs prématurés en vacances. Et donc, cette réforme des rythmes, est-ce qu'elle a eu un impact sur les apprentissages des élèves ? Alors clairement oui, dès sa mise en œuvre, il faut savoir que la réforme des rythmes a subitement amené des difficultés aux équipes éducatives en termes de planification des matières, des évaluations, ainsi que de communication des résultats par l'intermédiaire du bulletin. Les nouveaux rythmes ont clairement bouleversé la manière d'évaluer les apprentissages. Et donc plusieurs écoles secondaires ont d'ailleurs rapidement supprimé la session de Noël et ceux de seconde session pour une évaluation justement qui est plus modulaire, Et alors,
Avec l'arrivée imminente du tronc commun dans le secondaire, il faut savoir que le pacte s'inscrit dans un nouveau paradigme qui n'interdit le redoublement à aucun moment du parcours scolaire, tout en le rendant exceptionnel partout. Les secondes sessions ne seront plus possibles et la prise en charge des difficultés de l'élève s'y fera dans une approche qui sera de plus en plus évolutive, où la différenciation en cours d'année sera privilégiée plutôt que de donner à l'élève une chance supplémentaire après la fin de l'année scolaire. Enfin, l'arrivée du tronc commun verra également la diminution du nombre de jours blancs pour toutes les années du cursus, 12 jours au tronc commun au lieu de 18 dès la rentrée 2026 et 18 jours au-delà du tronc commun dès la rentrée 2029 au lieu des 27 jours blancs prévus aujourd'hui. Pour rappel, ces jours blancs ils sont utilisés majoritairement pour organiser des blocs d'évaluation ou encore des moments de concertation entre les enseignants, donc type des conseils de classe. Cette diminution du nombre de jours blancs, ça a quel impact sur les écoles ? Alors, cette diminution des jours blancs, elle a des conséquences sur des écoles, notamment celles qui sont organisées en P90, qui se voient amputées encore de 5 jours blancs lorsqu'elles basculeront dans le tronc commun, ce qui est vraiment dommageable pour leur organisation. En effet, même en supprimant la session d'examen de décembre et en organisant des conseils de classe permettant la complétion des bilans de synthèse du DAC de novembre et de mars, sans suspendre les cours, sachant qu'il y a un délai de 48 heures qui doit être respecté pour les recours, l'organisation d'épreuves d'évaluation, des délibérations de fin d'année et des rencontres avec les parents sont quasiment inorganisables dans les jours blancs restants. Il y aura donc lieu de modifier le code pour ne pas réduire de 5 jours blancs les écoles organisées en P90, puisqu'il est largement prouvé que cette organisation en bloc de 90 minutes n'engendre pas de retard dans les apprentissages, voire en renforce leur efficacité. Et alors, c'était quoi la position du CEGEC par rapport à la réforme des rythmes scolaires ? Alors, du côté du CEGEC, nous n'étions pas opposés au départ à la réforme des rythmes scolaires, mais nous regrettons néanmoins 2 choses. Premièrement, c'est le timing de mise en œuvre. Un temps beaucoup trop court entre le vote du décret et le temps pour l'organiser dans les écoles. Il faut savoir que les rythmes ne sont pas qu'une question de calendrier. Ils interrogent les apprentissages et l'évaluation. Et deuxièmement, c'est que le gouvernement ait refusé la proposition de décaler le calendrier des membres du personnel et celui des élèves pour installer des espaces possibles pour la formation des enseignants notamment. Une école qui a pas de seconde session, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on l'organise ? Par rapport aux secondes sessions, il faut savoir qu'au départ, aucun décret ou arrêté n'évoque une quelconque obligation d'organiser une seconde session, ni une session d'examen d'ailleurs. Chaque pouvoir organisateur reste donc libre à l'organiser, à condition de le préciser clairement dans son règlement général des études. Tenant compte du contexte et des nouvelles bases légales en vigueur, nous conseillons de ne pas recourir au système des secondes sessions, sauf éventuellement en classe terminale. Différents arguments plaident pour cette position, notamment d'un point de vue pédagogique. Même si l'organisation d'une seconde session sans profiter à l'élève puisqu'il bénéficie d'une seconde chance, le principe d'équité n'est pas vraiment respecté dans la mesure où celui-ci est souvent livré à lui-même pendant l'été, au moment où il doit compenser ses lacunes avec un soutien familial qui est à géométrie variable. Alors s'il a besoin d'une aide extérieure, l'école est fermée et il ne lui reste que la possibilité de cours particuliers ou d'une école des devoirs quand elle existe. Alors si plusieurs examens sont à représenter, cela hypothèque d'autant plus sa seconde session. Quelle forme d'évaluation existe-t-il ? Alors, dans la perspective d'une évaluation au service des apprentissages et de la mise en œuvre d'activités de différenciation tout au long de l'année, le résultat de l'épreuve de juin n'est pas le seul à déterminer la réussite d'une année. En effet, interviennent également les acquis mesurés au travers des différentes évaluations sommatives de l'année, ainsi que le regard rétrospectif qui est porté sur l'évaluation formative. En d'autres termes, si le principe de la seconde session est de donner à certains élèves une seconde chance, l'évaluation au service des apprentissages garantit et améliore ce principe en offrant à tous les élèves plusieurs chances au fil de l'année et du degré selon un rythme qui est adapté. Par rapport au CESS, est-ce que l'octroi du CESS dans la transition pourrait justifier davantage le maintien d'une seconde session ? Oui, tout à fait, puisque l'élève ne dispose plus de l'année scolaire suivante pour combler ses lacunes. Dans certains nombres de cas, ces lacunes pourraient être comblées pendant l'été. Il faut savoir que l'autonomie d'un élève de 18 ans est plus développée que celle d'un élève de 14 ou 15 ans. Et enfin, j'ai envie de dire aussi que le CSS, il a un statut particulier puisque le conseil de classe doit répondre à 2 questions. L'élève maîtrise-t-il les compétences terminales sur un parcours de 12 ans et est-il capable de poursuivre dans au moins une des formes de l'enseignement supérieur ?
De manière générale, tout élève, à côté de certaines faiblesses évidentes, possède des points forts sur lesquels le conseil de classe devrait pouvoir s'appuyer pour prendre sa décision. Enfin, un dernier argument, force est de constater aussi que dans le système actuel, certaines écoles ont supprimé la seconde session, tout en la maintenant uniquement pour le rhétoricien. Par contre, d'autres établissements l'ont supprimée pour tous les élèves. A contrario, autoriser une seconde session pour un rhétoricien va retarder sa première rentrée académique avec toutes les conséquences que cela implique, tant pédagogiques qu'organisationnelles. C'est quoi l'appui du CEGEC par rapport à la réforme des rythmes scolaires ? Alors, il y a une note sur l'évaluation au service des apprentissages qui donne des balises très claires pour intégrer les différents types d'évaluation dans un processus de progression des apprentissages. Il s'agit également d'accompagner au mieux les équipes pédagogiques et les chefs d'établissement dans la mise en place d'une évaluation qui se voudra davantage continue. Ce sont vraiment des missions prioritaires pour les conseillers au soutien et à l'accompagnement, des disciplines et au pilotage, au travers notamment de journées de formation dédiées à l'évaluation et d'accompagnement disciplinaire spécifique. Alors en ce sens, il y a une valise pédagogique qui comprend toute une série d'outils au service de l'évaluation qui sera mise à disposition des formateurs et des accompagnateurs dès la rentrée prochaine. Elle comprendra entre autres un questionnaire pour établir un état des lieux sur les pratiques évaluatives en école, des modèles de grille d'observation et d'auto-évaluation ou encore des outils de planification pour une évaluation plus modulaire et sa communication dans un bulletin. Merci beaucoup Régis pour ton intervention dans le podcast. On mettra des liens pour les personnes qui veulent aller plus loin et lire plus d'informations sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Nous accueillons Simon-Pierre Béhuir, qui est directeur à l'Institut Notre-Dame UCI. Simon-Pierre, comment cela se passe dans ton école au sujet des évaluations ? Alors, on a lancé un travail de réflexion depuis, à mon avis, maintenant presque 2 ans et demi, qui justement aboutit ici à ce mois de juin. Le travail a été d'abord abordé après la décision de supprimer, à travers les rythmes scolaires et les modifications des congés scolaires, de supprimer la possibilité de faire les examens de repêchage avant la rentrée, quelque part. D'habitude, on faisait un examen de repêchage le 28 ou le 29 août, et puis on était en ordre de bataille pour recommencer l'année, mais comme ce n'était plus permis, on a commencé à réfléchir à comment faire. Et donc, la porte d'entrée, ça a été la suppression des examens de repêchage. On a démarré cette réflexion qui, grosso modo, a été assez vite accueillie par les collègues, par les professeurs, parce que ça répondait à une attente. En tout cas, ça ne répondait plus. La formule ancienne ne répondait plus à la réalité dans laquelle on était. Mais donc, on a dit, OK, on supprime. Mais supprimer, c'est pas suffisant. La question n'est pas de est-ce qu'on supprime pour s'adapter à une nouvelle réglementation, mais plutôt comment fait-on pour garder un outil pour nos jeunes lorsque la réglementation évolue. Et donc, on a pris la décision de supprimer ces examens de repêchage, mais de les remplacer par autre chose. Et au moment où on a commencé à construire cette autre chose, on s'est dit, cette autre chose, c'est quoi ? C'est de la remédiation, c'est un outil, c'est une nouvelle manière d'accompagner nos élèves par rapport à ce qu'on faisait de manière très historique au préalable, sans plus jamais se poser la question de savoir si c'était pertinent, pédagogiquement utile, Donc, on crée une nouvelle structure, et en créant cette nouvelle structure, en commençant à tirer sur le fil, la pelote de laine petit à petit s'est vidée, et on a été amené à se poser la question des examens de Noël, cette fois-ci en lien avec la future disparition des jours blancs, qui sont toujours là. On pourrait toujours réaliser nos examens de Noël à l'ancienne, mais on sait que la perspective est à la disparition des jours blancs, et on s'est dit, tant qu'à faire à réfléchir à un système d'accompagnement pédagogique, autant déjà nous mettre à l'œuvre et nous mettre à jour pour ce qui sera notre réalité dans 5, 6, 7 ans. Et donc les équipes de coordination pédagogique avec la direction, les coordinateurs et ainsi de suite, on a réfléchi pendant longtemps, on a fait un jeu de ping-pong pendant 2 ans avec les collègues où je présentais des documents, ils critiquaient, commentaient, oui c'est bien, non c'est pas bien, moi j'irais plutôt vers là. Donc il y a eu un vrai dialogue entre la coordination pédagogique et les collègues pour aboutir à un système comme celui-ci. Ici maintenant au mois de juin on va délibérer nos élèves. Pas d'examen de repêchage, mais on pouvait quand même difficilement leur dire, pour certains, OK, vous pouvez aller dans l'année supérieure,
mais tout va bien. On sait bien qu'il y a des élèves qui vont monter dans l'année supérieure, mais avec des difficultés. Alors, on insiste, les difficultés, c'est pas forcément un échec. On est en difficulté quand on a 53%, même si on n'est pas en échec. Et donc, ces élèves qui sont en difficulté, on va leur proposer un travail de vacances. Okay. Alors, on change parce que le travail de vacances, tel qu'il était perçu dans notre école, et à mon avis, je crois dans d'autres, on le modifie. On dit quoi? On dit maintenant le travail de vacances, c'est plus refaire des exercices sur la matière de l'année précédente. C'est un travail de vacances qui est construit en coordination entre le prof de l'année en cours et celui de l'année supérieure. Et c'est définir les attendus minimaux, c'est définir les compétences minimales pour pouvoir démarrer l'année supérieure dans des conditions favorables. Et donc, ça change un peu la perspective. On ne construit plus le travail de vacances sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui va se passer. Donc, l'élève va devoir faire son travail de vacances, le rendre au prof fin des vacances, et le prof va le corriger. Là où on met une nouveauté, c'est que la première semaine, la semaine de la rentrée, le vendredi, tous les élèves qui ont eu des travaux de vacances vont devoir venir, avec ce travail de vacances, se présenter au prof, mais de l'année qui commence. Le prof de maths de l'année qui commence, qui n'a peut-être jamais eu l'élève en classe parce que c'est le tout début de l'année, va voir arriver un jeune avec un travail de vacances auquel il a participé, avec les bases dont il a besoin, et il pourra regarder ce travail de vacances avec le jeune et lui dire, bon ok, je vois que tu maîtrises tes bases, c'est très bien, on peut démarrer l'année, ou, et c'est ça le but, je constate qu'il y a une lacune dans tel ou tel chapitre ou telle compétence qu'il est nécessaire de maîtriser pour démarrer cette année, et donc directement, je repère l'élève, je l'invite à faire des exercices de remédiation, on met sur pied de la remédiation, ou un suivi en tout cas, et on évite le temps de 2 mois qui avait régulièrement cours plus tôt, où tu sais bien comment ça va, hein, on attendait les premiers tests, et puis le premier bulletin, et puis seulement après le premier bulletin au mois de novembre, on disait à l'élève, ce serait bien que tu ailles en remédiation, ou que tu fasses ceci ou cela. Là, on attaque dès le 1er septembre, enfin même avant le 1er septembre, hein, dès le 31 août, le prof est au contact de l'élève en difficulté et il est pris en charge directement. Oui, ok. Et puis alors, la première partie de l'année se passe, mais on estimait, même en supprimant les examens de Noël, qu'il était nécessaire de faire le point à un moment donné pendant l'année. Et à quel moment fallait-il faire le point? On s'est dit que le mieux, c'était de le faire au milieu de l'année. Et le milieu de l'année, c'est quand? C'est la fin du mois de janvier. Et donc, on va introduire à la fin du mois de janvier 2 semaines hors cadre, 2 semaines hors horaire classique. La première semaine, donc la 3e semaine de janvier, on va faire des tests de synthèse. Alors, les tests de synthèse tels qu'on les a imaginés chez nous, c'est quoi? D'abord, c'est pas interroger tous les cours. On va définir, et on a défini plutôt, en équipe pédagogique, par année et par section, quels cours devaient être soumis à ces tests de synthèse. Pourquoi est-ce que la réalité n'est pas la même dans tous les cours et dans toutes les années? Parce que nous, on a une école avec les 7 années, les 3 orientations, techniques de qualification, professionnelles de qualification et de la transition. Et donc, tous les cours n'ont pas la même valeur et le même poids, ils ne sont pas traités de la même manière dans les différentes orientations. Et donc, le cours de maths, par exemple, en TQ, c'est un cours de 2 heures qui fonctionne en UA, il n'y a pas de test de synthèse. Par contre, le cours de maths en GT, en transition, 4 ou 6 heures, enfin, ou 5 heures en 4e, là, il y a des tests de synthèse. Alors, les tests de synthèse, c'est quoi? Parce que c'est ça l'essentiel. C'est faire en sorte de donner à nos élèves un retour, un feedback sur la qualité de leur travail au mi-temps de l'année. Ça peut être soit travailler avec eux la méthode de travail. Est-ce que ta méthode de travail pour le cours de néerlandais convient? Et si tu as des bons résultats, c'est que ça convient. Si tu n'as pas des bons résultats, c'est que c'est plus compliqué. Ça peut être de la méthode de travail, ça peut être revoir les essentiels des années précédentes. Un test de synthèse, ça peut être pour le cours de chimie, par exemple, en 4e, de réinterroger sur tout le tableau de Mendeleïev parce qu'on sait qu'on en a besoin pour la 2e partie de l'année. Et mettre l'élève en position d'analyse critique de son travail.
Ça peut être aussi l'occasion pour un élève de faire le point pour voir si les différents points de matière et les concepts qui ont été travaillés pendant la première partie de l'année sont bien connus, sont bien compris. On interroge sur le principal de la première partie de l'année. Et de cette manière-là, on met l'élève en position critique par rapport à son travail. Et la deuxième semaine, puisque j'ai dit que c'était 15 jours, la deuxième semaine, on fait le lundi, mardi, on fait des conseils de classe pour analyser les résultats des tests de synthèse. Et puis les 3 jours qui suivent, c'est des ateliers de remédiation. Et tous les élèves qui n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants, et de nouveau, on ne parle pas ici d'échecs, on parle de résultats satisfaisants. L'élève qui manifeste des difficultés, qu'il ait un échec ou pas, traduction qui soit à 48 ou à 54, eh bien, on l'invite à aller à l'atelier de remédiation du cours correspondant avec son prof pour qu'il puisse analyser et dire, ben voilà, dans les tests de synthèse, les réponses que tu as apportées, elles me disent que tu connais pas bien tel principe de base, ben, il faut le réétudier. Ou que ta méthode de travail n'est pas adéquate. Ben, comment est-ce qu'on fait pour la changer? La perspective étant que le jeune se rende compte, fin janvier, des difficultés qui sont les siennes et de comment il va pouvoir les améliorer pour l'examen de juin qui lui reste un examen classique comme on l'a toujours connu. Et donc en essayant de responsabiliser les jeunes comme ça, on essaye de créer un suivi tout au long de l'année avec les parents qui interviennent parce qu'on a alors après les tests de synthèse une réunion de parents pour que les choses soient clairement dites aux parents. Ben ça va, ça ne va pas. Accompagnez votre enfant dans tel sens parce que c'est dans ce sens-là qu'il en a besoin. Et comme toute l'école fonctionnera dans ce cadre à partir de ce mois d'août 2024 et de manière cyclique, les élèves, ils auront chaque année la même structure d'encadrement avec les mêmes tests de synthèse au mois de janvier. Et on espère que comme ça, ils vont non seulement prendre eux l'habitude, mais surtout qu'ils pourront se sentir et être accompagnés et petit à petit sortir des difficultés qui se présenteront à eux. C'est vraiment pour accompagner l'élève tout du long de l'année et pas juste se rendre compte au dernier moment qu'il y a une difficulté et ça ne va pas. L'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'avoir un dialogue rythmé entre l'école et l'élève pour qu'au bon moment, il puisse se rendre compte de ce qu'il ne va pas et de comment il peut faire pour améliorer. Ok, super. C'est super, merci pour ton témoignage. Passe une bonne journée. Magnifique. Merci, au revoir. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Bonjour Déborah, que nous as-tu concocté pour ces bons plans? Bonjour Victoria, j'espère que tu vas bien. Et bonjour chers auditeurs. Alors pour cet épisode, donc l'avant-dernier de la saison, et donc enregistré au mois de juin, j'ai une énorme d'abord pensée pour tous les enseignants, les élèves, les étudiants qui vivent une période studieuse et assez stressante, avec toute la fatigue de l'année scolaire derrière eux. Donc, je leur souhaite vraiment plein de courage. Courage à vous, vous allez y arriver. Et donc, les vacances sont aussi bientôt proches et vont permettre de recharger les batteries et de déconnecter. Mais avant cela, il y aura les fameux jours blancs. Et pour ma rubrique Bon Plan, j'avais envie de vous partager quelques projets réalisés dans des écoles et qui pourraient donner des idées à d'autres. Donc, ces activités sont conçues pour permettre aux élèves de terminer l'année avec enthousiasme et motivation. Elles sont souvent originales, parfois inédites, démontrant la créativité des équipes éducatives. Donc, des activités qui poursuivent des missions pédagogiques en matière d'éducation à la citoyenneté, dans le domaine du sport ou des loisirs, en environnement, en développement durable, et qui peuvent se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. C'est vraiment une parenthèse en cette fin d'année scolaire, l'occasion ici de vivre des activités en continuité sur ce qui a été fait pendant l'année, ou même parfois complètement différentes, de partager aussi des moments conviviaux avec les élèves et les étudiants, de les découvrir aussi autrement, et qui en même temps n'est pas des plus simples à organiser pour nos écoles. Il faut rester quand même réaliste car il faut parfois les moyens humains et financiers pour les réaliser.
Des idées d'activités qui n'ont pas manqué d'occuper les élèves, comme au centre Don Bosco à Liège. Oui, l'année passée, les élèves de 5e et 6e technique en industrie du bois ont achevé la Tiny House qu'ils construisaient depuis 2 ans. Alors, c'était un projet social qu'ils développaient en collaboration avec le collectif citoyen Sortir du bois, dont l'objectif consiste à reloger des personnes sans abri. Alors, l'idée au centre Don Bosco de Liège, c'est vraiment d'occuper les jeunes en leur donnant envie de venir et de participer au jour blanc avec une vraie finalité à leurs études ou à leur futur métier. Donc, du temps mis à profit pour leur permettre d'aller sur le chantier ou de clôturer leur projet personnel. C'est un magnifique projet qui donne du sens. J'adore en plus les tiny house. Je sais pas toi, Déborah, mais c'est super. Ouais. Et pour l'avoir vu sur dans l'entrée libre l'année passée et sur les réseaux sociaux, elle est vraiment juste magnifique. Mm-hmm. Alors, à Saint-Vincent, à Soigny, on met l'accent sur les voyages. Oui, donc toujours l'année passée, les éducateurs du DOA, donc qui est le degré d'observation autonome, donc soit les premières et deuxièmes secondaires, ils avaient mis eux l'accent sur un voyage. Donc, les élèves de 2e secondaire ont pu découvrir successivement la région du Mont-Blanc à Valloire pendant une petite semaine, de quoi mettre l'accent sur le respect et la découverte de la nature, tout en, évidemment, se surpassant pour certains au vu des randonnées qui étaient parfois compliquées. Et pour le second voyage, les élèves ont mis le cap sur Nausicaa à Boulogne-sur-Mer pour découvrir le plus grand aquarium d'Europe. Donc des idées parmi d'autres, car les destinations ne manquent pas. Et c'est vrai que de nombreuses écoles profitent de ces jours blancs pour organiser des excursions d'une journée ou des classes de dépaysement. Oui. À l'Institut du Sacré-Cœur de Mons, les élèves de première secondaire, eux, ont été conviés à des interclasses. Donc, c'est une compétition amicale et vraiment conviviale, basée un peu sur le concept de l'émission de télévision Interville. Enfin, c'est une vieille émission, mais je ne sais pas si toi, Non, je ne connais pas du tout. Tu ne connais pas du tout? Non, c'est franchement très convivial. Ici, c'était deux villes, 2 villages qui s'affrontaient à travers des jeux. Donc, voilà, ici... Voilà, quelques petites idées, quelques petits projets qui se sont déroulés l'année passée. Et donc, les idées sont nombreuses et germent pour fleurir l'année d'après. Donc, je suis certaine que cette année encore, les écoles ne manqueront pas de créativité pour ces fameux jours blancs. Ce sont quelques projets qui se sont déroulés l'année passée et bien sûr, ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce qui se fait dans nos écoles. Et j'espère que vous ne ferez perdre ce que vous avez vécu dans votre école cette année en commentaire ou en message sur les réseaux sociaux. Oui, franchement, n'hésitez pas à partager nous et faites des émules. Et si vous manquez encore d'idées, en voici encore. Alors, pourquoi pas organiser des activités de lecture, une rencontre avec un auteur de l'écriture libre, ou pourquoi pas organiser la création d'une bibliothèque de classe, de récolter des livres et des jeux. C'est aussi l'occasion de faire des jeux de société avec nos élèves. Donc ici, c'est vraiment aussi les découvrir autrement, passer un moment convivial. Ça peut aussi être des jeux à l'ordinateur. Pourquoi pas créer un coin Steam, même si on sait que là, généralement, il faut du matériel parfois coûteux pour le faire, mais c'est peut-être l'occasion, si le matériel est là, de le mettre en place avec les élèves, ou encore plus simplement, faire des dessins libres, un projet d'art, des mandalas, écrire au tableau. Franchement, moi, les élèves, ils adorent ça. Ils sont assez créatifs, on peut même découvrir des petits messages avec eux, donc ils ont l'espace à ce moment-là, et là, ça ne coûte pas grand-chose, à part quelques craies ou quelques marqueurs. Alors, réaliser une vidéo sur l'école, organiser des activités petits-grands, par exemple, un grand de primaire va lire à des plus petits de maternelle, faire de la cuisine avec des plus petits, organiser des jeux où les plus grands animent pour les plus petits, organiser une fête du merci ou une fête des familles en fin d'année, se créer un livre d'amitié avec les messages des camarades et des profs, cuisiner avec les élèves, organiser une auberge espagnole ou un petit goûter. Autre idée encore, une exposition des réalisations des élèves ainsi que des mini-jurys pour préparer les élèves à leur jury de fin de parcours scolaire, comme l'a fait l'école Saint-Vincent-Ferré de Liège. Toujours dans ma poursuite d'activités, des activités qui touchent à la sécurité routière, à la culture, au sport, aussi à la collaboration d'acteurs externes à l'école quand cela est possible, bien entendu. Des activités de sensibilisation au tri des déchets, au gaspillage alimentaire, d'initiation à la biodiversité, au compostage, alimentation durable. Des animations de sensibilisation peuvent aussi être organisées au niveau de l'éducation à la citoyenneté. Et puis surtout, et cette année c'est particulièrement un thème qui a été repris dans beaucoup d'écoles, c'est le thème des Jeux Olympiques. 2024 est une année obligée avec les Jeux de Paris, donc organiser des Olympiades dans votre école, c'est aussi
très très chouette pour terminer l'année. Et puis pour terminer, on peut embellir les couloirs, la cour de récréation. En tout cas, Déborah, à un moment, il faut t'arrêter parce que ce n'est pas les idées qui manquent, en tout cas, c'est sûr. T'as raison, Victoria. Là, je m'emballe, je vais m'arrêter là. Mais je vais juste terminer encore avec une circulaire. Oui, je vous parle bien d'une circulaire. C'est la 7158 sur les jours blancs de fin d'année scolaire qui date déjà, puisqu'elle date de 2019, mais elle contient une liste non exhaustive d'activités gratuites ou peu coûteuses. Merci Déborah pour tes nombreux partages et à bientôt pour le dernier épisode de l'année. Merci à toi, avec plaisir. Et force et courage pour tous les enseignants, directeurs, éducateurs et les élèves étudiants en cette fin d'année scolaire. Et faisons de ces jours blancs des journées colorées. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Rebonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour la seconde partie de ce 19e épisode de l'heure de fourche. Cette deuxième partie pour laquelle Gérald nous a rejoint. Salut Gérald. Salut Arnaud. Alors Gérald, après avoir parlé des examens et des jours blancs via les bons plans de Déborah, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Ouais, jours blancs ou examen. Moi j'ai vite choisi mon camp, et je rejoins la team Débo pour le coup, parce qu'on va continuer sur le thème des jours blancs. Mais si Débo, comme à son habitude, nous a déjà listé quelques bonnes idées pour remplir ces jours blancs intelligemment, ici on va s'y intéresser de manière un peu plus institutionnelle, car ces jours blancs vont être amenés à diminuer, et même à pas mal diminuer au cours des prochaines années scolaires, en ce qui concerne l'enseignement secondaire. D'accord, mais quand tu dis pas mal diminuer dans les prochaines années, ça signifie quoi exactement ? Alors, dans la pratique, la ministre de l'Éducation a prévu de les diminuer d'un tiers dans le secondaire à partir de l'année scolaire 2026-2027. Je précise au passage que pour le fondamental, c'est déjà fait. Alors, actuellement, pour le secondaire, on en dénombre 18 pour les 3 premières années, et cela passerait à 12 de manière progressive, alors que pour les autres années du secondaire, on en compte actuellement 27, et il passerait à 18. Or, on sait que ces jours blancs, les fameux jours où les cours sont suspendus, ces jours blancs ils sont mis à profit pour les écoles pour organiser les examens, effectuer leurs corrections, rendre possible les délibérations, les conseils de classe ou encore les rencontres avec les parents, sans oublier les activités, etc. Donc la question, c'est donc de savoir si tout ça sera encore possible et de prendre le pouls finalement de ces diminutions générales auprès des écoles et des directeurs. Et pour vous en parler, on fait le point avec Alain Keun, qui est directeur du collège Notre-Dame de Bellevue de Dinan et qui est également président de la FEADI. C'est donc la Fédération des associations de direction de l'enseignement catholique. Bonjour Alain Keun. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme on l'a dit dans l'intro, ici, on va parler des jours blancs. J'aimerais bien commencer ces discussions de manière assez générale. C'est-à-dire, tout simplement, de prendre le pouls pour savoir si la diminution d'un tiers de ces jours au niveau du secondaire, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Finalement, est-ce qu'on va dans le bon sens à ce niveau-là ? D'une part, il est clair que les périodes de jours blancs sont consacrées en partie à l'évaluation. Revoir les méthodologies d'évaluation pour l'instant en fonction des rythmes scolaires et en fonction un petit peu peut-être de nouvelles manières d'évaluer, c'est une bonne chose. Ça pourrait donc avoir un impact sur la diminution des jours blancs. Cependant, il ne faut pas oublier que les jours blancs servent également à faire des conseils de classe, à faire des délibérations, et ces conseils de classe et délibérations, il faut avoir le temps de les faire dans de bonnes conditions, parce que c'est vraiment le suivi des élèves. Si on veut vraiment prendre les bonnes décisions, ou donner de bons conseils, il faut avoir le temps de pouvoir se réunir et de le faire dans de bonnes conditions. Donc il y a vraiment 2 pans, mais il semble quand même que la diminution trop drastique des jours blancs va nécessairement influer sur la qualité des conseils de classe, et là c'est une sérieuse source d'inquiétude pour les directions. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que finalement passer de 18 à 12 jours blancs pour les 3 premières années secondaires et de 27 à 18 pour les 3 supérieures, c'est trop. Il reste de poser un problème. Il ne faut pas oublier aussi que dans ces jours blancs, non seulement il y a les conseils de classe, mais il y a aussi les périodes par exemple de recours qui sont des périodes obligatoires de suspension. Il y a les périodes de réunion de parents qui sont également des choses qui sont obligatoires. Il y a bien sûr les épreuves externes en deuxième et en réto dans une moindre mesure. Donc il y a déjà une série de jours blancs qui sont assignés à des tâches qui ne sont pas liées directement à l'école.
Mhm. Alors, si on se projette un petit peu, je ne sais pas si dans votre cas vous avez déjà fait des simulations, mais qu'est-ce que ça pourrait donner finalement avec ce nombre de jours blancs déjà diminué en 2026, en 2027, etc. Parce que ça va être progressif, hein, mais voilà, dans ces missions-là, il va y avoir des choix qui vont être faits ou alors il va falloir repenser finalement toute l'organisation de l'année bien à l'avance? Il va nécessairement on va devoir repenser sans doute l'organisation de l'année, effectivement, donc en tenant compte de l'impératif chez l'élite des conseils de classe, en réduisant peut-être les périodes d'évaluation, les périodes d'examen. Beaucoup d'écoles ont déjà revu leur période d'examen suite un petit peu à la période Covid. On a vu que les examens de Noël sont en train déjà d'être abandonnés progressivement dans beaucoup d'écoles en tout cas. Ouais. On a vu aussi que par exemple les deuxièmes sessions qui maintenant ne peuvent plus se dérouler fin du mois d'août, enfin en tout cas avant la rentrée scolaire, mais qui doivent prendre du temps au début de la rentrée suivante, sont également abandonnés dans beaucoup d'écoles. Donc il y a déjà une restructuration fort importante qui a dû se manifester. Et je dis l'évolution des rythmes scolaires avec les fameuses 6-7 périodes, 6-7 semaines de travail et puis 2 semaines de vacances, on fait en sorte que naturellement les différentes activités de l'école ont dû être revues sur le planning de l'année déjà. Oui, c'est ça. Et finalement, cette diminution, elle accompagne évidemment la mise en place progressive du pacte d'excellence et du tronc commun. Finalement, est-ce qu'en tant que président de la FEADI, est-ce que vous avez déjà pensé à une autre solution que de supprimer ces jours blancs? Comment est-ce qu'on pourrait aller dans le même sens que le pacte, mais en même temps proposer autre chose? Est-ce que ce serait une diminution moins grande des jours blancs ou est-ce qu'il y aurait autre chose est-ce qu'on pourrait penser à autre chose tout simplement? On peut déjà penser ou se poser la question de la période des recours telle qu'elle est organisée en tout cas pour l'instant, puisque ça prend déjà 3 journées pendant lesquelles on est occupé à faire autre chose finalement que de s'occuper des élèves. Il y a évidemment aussi, et c'est une demande récurrente un peu partout des associations de parents, et c'est de proposer aux élèves pendant ces fameux jours où les professeurs sont eux amenés à parler, à faire des réunions délibérées, ce serait l'occasion peut-être de proposer des activités, que ce soit sur l'environnement, que ce soit des activités qui sont porteuses de sens pour les élèves. Le problème, c'est que, évidemment, et c'est souvent une question qui est posée à l'école, c'est que l'école organise elle-même toute une série d'activités pour les élèves. Mais les professeurs ne savent pas en même temps délibérer et en même temps s'occuper des élèves. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très compliqué. Donc il faudrait faire appel à des acteurs extérieurs à l'école afin de pouvoir occuper intelligemment les élèves pendant ces jours blancs. Mais là, évidemment, il y a un problème de financement. On ne peut pas demander aux parents de prendre en charge nécessairement ces activités-là, en tout cas. Et donc, il faudrait trouver des solutions alternatives, peut-être par le biais d'ASBL, qui elles-mêmes sont subventionnées, ou par le biais peut-être de moyens accordés par le ministère ou d'autres choses. Mais on ne voit pas vraiment d'autres solutions à l'heure actuelle, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est bien parce que vous avez fait le lien tout seul entre les différentes questions que je voulais vous poser. C'est-à-dire, finalement, ces jours blancs... On peut un peu les voir de 2 façons. Les élèves, en général, sont assez contents d'être un peu libres. Les parents, eux, ont quelques craintes de voir un petit peu leurs enfants, les élèves en tout cas, être en congé longtemps, entre guillemets. Donc, finalement, il faut les occuper intelligemment. Mais là, vous l'avez très bien fait. Soit c'est les professeurs qui sont en charge, mais ils sont déjà occupés à autre chose. Soit c'est des animateurs externes qui viennent, mais là, les finances risquent de ne pas suivre dans beaucoup d'écoles. Finalement, alors je sais pas, je suppose que vous êtes déjà habitué à trouver des activités pour ces jours blancs. Est-ce qu'il y a eu des bons exemples qu'on pourrait mettre en avant, organisés dans votre collège? Il y a eu des initiatives locales en termes organisées par les communes. Ici dans la région, plusieurs communes, mais à ma connaissance, ça ne se fait plus pour l'instant. Mais plusieurs communes avaient pris justement des initiatives pour occuper les élèves en partie pendant ces jours blancs. Donc il y avait des activités qui étaient mises en place
justement organisées par des ASBL ou d'autres structures qui permettaient d'utiliser quelques-uns de ces jours blancs, pas tous bien sûr, mais quelques-uns de ces jours afin d'animer la commune, d'animer les jeunes et de les occuper. Mais à ma connaissance, ces initiatives n'ont pas vraiment perduré. Sans doute, y a-t-il là également un problème de financement, c'est que ça coûte évidemment, les finances sont un peu partout compliquées dans notre pays. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de plan, en tout cas qui tienne vraiment la route à ce niveau-là. Finalement, c'est un peu ça que vous attendez, c'est de se dire, bon, voilà, il y a ces jours blancs qui vont diminuer, mais il nous faut des alternatives viables, ou en tout cas des alternatives qui financièrement sont possibles, au niveau organisationnel également, et au niveau en tant que présence humaine. On l'a dit avec les enseignants, ils ne peuvent pas se dédoubler ou se tripler pour être présents un peu partout, quoi. Absolument. Donc en fait, on demande beaucoup de choses à l'école, de plus en plus. Dans toute la structure scolaire, les demandes faites à l'école explosent. On demande d'animer, de pouvoir former les jeunes à des tas d'autres choses que les cours, et ça a du sens. Mais à un moment donné, on ne sait pas tout faire, et il faut permettre aux enseignants, aux directions de pouvoir se poser à un moment donné et de pouvoir réfléchir aux élèves, à l'avenir des élèves, et donc ça prend nécessairement du temps, et on ne sait pas faire deux choses à la fois. Donc animer l'école, animer les élèves, et en même temps délibérer ou projeter l'avenir de nos jeunes. C'est vrai qu'il y a, par exemple, dans mon école, il y a des excursions qui sont faites en fin d'année pour un ou l'autre niveau, mais ça prend 1 ou 2 jours. Et de nouveau, c'est une organisation qui est très compliquée parce qu'il faut jongler avec les conseils de classe et le fait de pouvoir libérer les professeurs qui accompagnent ces élèves-là. Donc, on voit un petit peu les difficultés qui s'accumulent dans ce domaine-là. Oui, sans compter que on en revient au nerf de la guerre, à l'argent. Ces activités, elles sont, je suppose, proposées de manière payante, ou en tout cas une partie. Et c'est pas toujours possible pour tous les parents et les élèves de suivre. Donc, on en revient à un autre problème. Mais voilà, merci en tout cas Alain Keun d'avoir été avec nous pour évoquer ces fameux jours blancs. Et à bientôt peut-être. Merci à vous. Et un grand merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir encore et toujours été à notre écoute. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que vous pouvez retrouver toutes les infos liées aux 2 sujets évoqués aujourd'hui dans le descriptif de l'épisode. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vais y arriver. Je vous annonce déjà qu'on se retrouve dans 15 jours pour un épisode un peu spécial, car on y fera déjà un premier bilan de cette première saison de l'heure de fourche, et on vous y annoncera le programme spécial dédié aux vacances. N'oubliez pas non plus de suivre nos réseaux sociaux CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn, et l'heure de fourche sur Instagram. Comme ça, vous vous tiendrez au courant de tout. Ciao, ciao et à bientôt. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.